Bonjour tout le monde. Alors, dans le cadre de votre programme d'enseignement théorique de la neuroanatomie, nous allons commencer ce programme par le traitement de l'anatomie de la moelle épinière. Alors, la moelle épinière, c'est une structure nerveuse faisant partie du système nerveux central dont il constitue la partie caudale, c'est-à-dire c'est la partie inférieure, terminale du système nerveux central. C'est une structure nerveuse qui a la forme d'un tube à parois épaisses et à lumière à peu près obstruée. Donc c'est un tube qui est aplati d'avant en arrière. Il a des parois épaisses et il a une lumière centrale qui est à peine visible. La moelle épinière, son intérêt, il réside dans le fait qu'il représente un lieu de passage de tous les grands faisceaux nerveux, c'est-à-dire toutes les voies nerveuses sensitives ou motrices, ils passent obligatoirement par la moelle épinière. Alors, sur cette plaque sont représentés les objectifs pédagogiques de ce cours. C'est-à-dire, au terme de ce cours, vous devez être capable de connaître la morphologie de la moelle épinière, de connaître ses rapports avec les structures anatomiques de voisinage et enfin de connaître la systématisation, c'est-à-dire l'organisation fonctionnelle de la moelle épinière. Alors, pour l'étude de l'anatomie de la moelle épinière, nous allons procéder d'abord par l'étude de sa configuration extérieure. Ensuite, on dira un mot concernant sa configuration intérieure. Et puis, on terminera par l'étude de sa systématisation, c'est-à-dire de son organisation fonctionnelle. Alors, la moelle épinière, elle est située dans le canal rachidien, c'est-à-dire à l'intérieur de la colonne vertébrale. Cette moelle épinière, elle s'étend depuis le trou occipital jusqu'en regard de la deuxième vertèbre lombaire, c'est-à-dire qu'elle s'étend depuis cette région qui est formée par le trou occipital jusqu'en regard de la deuxième vertèbre lombaire. Ça veut dire qu'au-dessous de L2, on n'a plus de moelle épinière, on n'a que les racines de la queue de cheval. C'est une structure anatomique qui a une forme cylindroïde, c'est-à-dire une forme arrondie et aplatie d'avant en arrière. Et comme il est contenu à l'intérieur du canal rachidien, la moelle épinière, il doit épouser en quelque sorte la forme de la colonne vertébrale. Et par conséquent, on lui décrit deux courbures. Une courbure cervicale et une courbure dorsale. Voici la courbure cervicale qui regarde en avant, c'est-à-dire qui est concave en avant, et la courbure dorsale qui regarde en arrière, concave en arrière. Alors la moelle épinière, il mesure 45 cm de hauteur, de longueur, et il mesure 10 à 12 mm de diamètre transversal, c'est-à-dire de droite à gauche, et 8 mm de diamètre antéro-postérieur, c'est-à-dire d'avant en arrière. Et il pèse en moyenne 26 à 30 grammes. Cette moelle épinière, elle est divisée en 5 segments, 5 parties ou 5 segments. Le premier segment, il porte le nom de segment cervical supérieur et qui s'étend depuis la première vertèbre cervicale jusqu'à la troisième vertèbre cervicale et il mesure en moyenne 2,5 cm. Ensuite, après le segment cervical supérieur, vient un autre segment appelé renflement cervical. Ce renflement cervical, il correspond à la partie de la moelle épinière qui s'étend depuis la quatrième vertèbre cervicale jusqu'à la première vertèbre dorsale et il mesure en moyenne 10 cm de hauteur. Et c'est à ce niveau du renflement cervical que naissent les racines nerveuses qui vont former le plexus brachial, c'est-à-dire les troncs nerveux destinés à l'énervation des membres supérieurs.
Ensuite, on a un autre segment appelé segment dorsal qui correspond à la partie de la moelle épinière qui s'étend entre la deuxième vertèbre dorsale et la 10e vertèbre dorsale et qui mesure 20 cm de hauteur. Ensuite, un autre segment appelé renflement lombaire qui correspond à la partie de la moelle épinière étendue entre la 11e vertèbre dorsale et la première vertèbre lombaire et qui mesure en moyenne 10 cm, et c'est à ce niveau où naissent les racines nerveuses qui vont former le plexus nerveux lombosacré, c'est-à-dire les troncs nerveux destinés à l'innervation motrice et sensitive des deux membres inférieurs et du bassin. Et ensuite, le dernier segment, c'est un segment qui porte le nom de cône médulaire, appelé aussi cône terminal, et qui correspond à la partie de la moelle épinière étendue entre la première vertèbre lombaire et la 12e vertèbre lombaire, entre L1 et L2. Sur ce schéma, je vous ai représenté les différents segments de la moelle épinière: le segment cervical supérieur, le renflement cervical, la moelle épinière dorsale en bleu, ensuite le renflement lombaire et le cône terminal ou cône médulaire. Alors, cette moelle épinière, elle est parcourue par un certain nombre de sillons. Nous avons le sillon médian antérieur en avant, le sillon médian postérieur. De part et d'autre des sillons médians antérieurs et postérieurs, on a deux dépressions aux sillons appelées les sillons collatéraux. C'est ainsi qu'on va avoir deux sillons collatéraux antérieurs, droit et gauche, et deux sillons collatéraux postérieurs. Alors ces sillons, ils vont diviser la moelle épinière en 4 faces. Donc, nous avons une face antérieure appelée cordon antérieur et qui va être délimitée entre les sillons collatéraux antérieurs droit et gauche. La face postérieure est appelée cordon postérieur et qui correspond à la partie de la moelle épinière ou à la face de la moelle épinière délimitée entre les sillons collatéraux postérieurs. Et puis on a deux faces latérales, droite et gauche, qui sont délimitées entre les sillons collatéraux antérieurs et les sillons collatéraux postérieurs. Voyons maintenant les rapports de la moelle épinière. Donc, la moelle épinière, elle est contenue à l'intérieur de la colonne vertébrale. Donc, quels sont les rapports avec le rachis? En avant, nous avons les corps vertébraux et les disques intervertébraux. Latéralement, la moelle épinière est en rapport avec les pédicules vertébraux et les trous de conjugaison. Et en arrière, la moelle épinière est en rapport avec le ligament jaune, les lames vertébrales et les apophyses épineuses. Donc, voici sur ce schéma pour vous illustrer les rapports antérieurs. Donc, la moelle est contenue à l'intérieur du canal rachidien. Donc en avant, il répond aux corps vertébraux et aux disques intervertébraux. Latéralement, la moelle épinière va être en rapport avec les pédicules vertébraux et les trous de conjugaison. Et en arrière, la moelle est en rapport avec les lames vertébrales et le ligament jaune. Le ligament jaune, c'est un ligament qui s'insère sur les lames vertébrales. Alors, nous avons vu les rapports de la moelle épinière avec le rachis, la colonne vertébrale. Voyons maintenant ces rapports avec les racines nerveuses. Alors, la moelle épinière, c'est une structure qui donne naissance à ce qu'on appelle des racines rachidiennes, motrices et sensitives. Donc, les racines rachidiennes, c'est des structures nerveuses qui naissent à partir de la moelle épinière et qui émergent au niveau des sillons collatéraux. D'une part, nous avons des racines antérieures qui émergent au niveau
des sillons collatéraux antérieurs, droite et gauche. Et d'autre part, nous avons des racines nerveuses postérieures qui naissent au niveau des sillons collatéraux postérieurs, droite et gauche. Ces deux racines rachidiennes antérieures et postérieures se réunissent pour former ce qu'on appelle le nerf rachidien. Et donc on va avoir à la fin 31 paires de nerfs rachidiennes, droite et gauche. Ces nerfs rachidiennes vont se réunir pour former les troncs nerveux, et les troncs nerveux vont se réunir pour former les plexus nerveux. Et donc, comme on a dit, on a 31 paires de nerfs rachidiennes, 8 paires cervicales, 12 paires dorsales, 5 paires lombaires et 6 paires sacro-coccygiales. Ce qui fait qu'au total, on aura 31 paires de nerfs rachidiens. Voyons maintenant les rapports de la moelle épinière avec les méninges. C'est quoi les méninges? Les méninges, c'est des sortes de tuniques qui couvrent la moelle épinière. On a trois types de méninges, de la superficie à la profondeur. D'une part, on a la dure-mère, au-dessous de laquelle on a une autre tunique, un autre type de méninge appelé arachnoïde, au-dessous de laquelle on a un autre type de méninge appelé la pied-mère. Donc la dure-mère, c'est une enveloppe méningée qui s'étend depuis le tronc occipital jusqu'en regard de la deuxième vertèbre sacrée. Nous avons dit que la moelle épinière s'étend depuis le tronc occipital jusqu'en regard de L2, mais la dure-mère, il continue son trajet au-dessous de L2 pour arriver jusqu'en regard de la deuxième vertèbre sacrée. Entre ces trois tuniques, on va voir ce qu'on appelle des espaces. Nous avons l'espace épidural. C'est quoi l'espace épidural? C'est l'espace qui est compris entre la dure-mère et les structures osseuses rachidiennes. Donc entre l'os et la dure-mère, on a un espace appelé espace épidural qui a comme contenu des veines et de la graisse. Et entre l'arachnoïde et la pied-mère, on a un autre espace appelé l'espace sous-arachnoïdien qui est occupé par du liquide céphalo-rachidien. Alors nous allons étudier maintenant la configuration extérieure de la moelle épinière. Voyons maintenant sa configuration intérieure. Alors sur le plan configuration intérieure, la moelle elle est formée par deux structures anatomiques appelées des substances. D'une part, on a la substance grise et la substance blanche. La substance grise, c'est une structure qui est formée par des neurones. La substance blanche, c'est une structure qui est formée par le prolongement de neurones, c'est-à-dire des fibres nerveuses. Au niveau de la moelle épinière, la substance grise, il a une situation centrale. Donc, nous avons la substance grise qui est centrale et qui est entourée par de la substance blanche. Voici ici la substance grise, il est centrale, autour de laquelle on a la substance blanche. Alors, cette substance grise, il a la forme de deux masses latérales réunies par une lame transversale. Et ces structures, cette configuration lui confère la forme, ce qu'on appelle la forme en aile de papillon. Voici la substance grise, il est formé par deux masses latérales. Voici une masse latérale, voici une autre masse latérale qui sont réunies par une lame transversale, ce qui lui confère la forme d'aile de papillon. Cette substance grise, il est formée par ce qu'on appelle des cornes. Nous avons deux cornes antérieures et deux cornes postérieures. Les cornes antérieures, ils ont une fonction motrice, c'est-à-dire ils gèrent l'activité motrice. Chaque corne antérieure est formée par une tête et une base. Donc, voici la corne antérieure, il y a une tête et une base. Et cette corne, comme il fait partie de la substance grise, donc il va être formé par des neurones moteurs. Ces neurones moteurs qui forment les cornes antérieures de la moelle épinière, ils sont groupés en noyaux.
nous avons un groupe de noyaux antéro-internes dit aussi médian et un groupe de noyaux antéro-externes dit latéraux. Donc, je récapitule. Les cornes antérieures de la moelle épinière, ils sont formés par des neurones moteurs. Chaque corne antérieure, il a une tête et une base. Chaque corne antérieure, il est formé par des noyaux moteurs. Ces noyaux moteurs, ils sont organisés en groupes de noyaux. Nous avons un groupe antéro-interne, dit aussi médian parce qu'il est proche de la ligne médiane, et un groupe antéro-externe, dit latéral parce qu'il est loin de la ligne médiane. Donc, la substance grise, il est formée par deux cornes antérieures et deux cornes postérieures. Les cornes antérieures, ils ont une fonction motrice. Les cornes postérieures ont une fonction sensitive. Et chaque corne postérieure, il est formé par une tête, un col et une base. Une tête, un col et une base. Et la base des cornes postérieures, elle est formée par des neurones sensitifs qui sont aussi groupés en groupes de noyaux. En dedans, on a ce qu'on appelle un groupe appelé colonne de Clark. Et en dehors, on a un groupe de noyaux sensitifs appelé colonne de Bechtereau. Donc la substance grise, elle est formée par une corne antérieure, une corne postérieure. La corne antérieure, il a une fonction motrice. La corne postérieure, il a une fonction sensitive. Entre les deux cornes, on a une région appelée la région intermédio-latérale. Donc la région intermédio-latérale, il correspond à la partie de la substance grise qui est située entre les deux cornes postérieures et antérieures. Et au centre, n'oubliez pas, nous avons dit que la moelle épinière, c'est une structure qui est arrondie, aplatie d'avant en arrière et à lumière à peu près visible, à peu près obstruée. Cette lumière, il porte le nom de canal de l'épendyle. Donc le canal de l'épendyle, c'est la partie centrale de la substance grise et donc de la moelle épinière. Et la partie de la substance grise qui entoure ce canal de l'épendyle, elle porte le nom de commissure grise. Nous avons deux commissures grises, une commissure grise antérieure et une commissure grise postérieure. Donc je récapitule la configuration intérieure de la moelle épinière. Nous avons, il est formé sur le plan configuration interne, la moelle il est formée par une substance grise centrale entourée par une substance blanche. La substance grise, il est formé par deux, il a une situation centrale, il est formé par deux masses latérales réunies par une lame transversale. Ces masses latérales, ils sont formées par ce qu'on appelle des cornes. Nous avons une corne antérieure, une corne postérieure entre lesquelles on a la région intermédio-latérale et au centre on a le canal de l'épendyle entouré par des commissures grises. Alors, sur le plan configuration intérieure, nous avons dit que la moelle épinière est formée par une substance grise centrale entourée par une substance blanche périphérique. Alors, la substance blanche périphérique, la substance grise, pardon, il est formée par des neurones. La substance blanche, il est formée par des fibres. Et donc, cette substance blanche, il est organisée en cordons. Nous avons un cordon antérieur, deux cordons latéraux, droite et gauche, et un cordon postérieur. Et dans certains bouquins, le cordon antérieur et le cordon postérieur, ils portent le nom de cordon antérolatéral. Nous avons étudié la configuration extérieure
la configuration intérieure de la moelle épinière, voyons maintenant la systématisation. Et donc la systématisation, c'est l'organisation fonctionnelle de la moelle épinière. Donc, dans ce chapitre, nous allons étudier la systématisation de la substance grise, et puis après, on étudiera la systématisation de la substance blanche. Alors, la substance grise, elle est organisée en plusieurs zones, selon la fonction qu'elle gère. C'est ainsi qu'on va avoir une zone dite somatomotrice. C'est quoi la zone somatomotrice? C'est la partie de la substance grise qui est située au niveau des cornes antérieures de la moelle épinière. Cette zone somatomotrice, elle représente le centre de la motricité volontaire des muscles striés. Il est formé par deux groupes de noyaux. Un groupe de noyaux dit antéro-interne ou médian et qui gère la motricité volontaire des muscles axiaux, c'est-à-dire des muscles qui entourent le rachis. Et un groupe de noyaux dit antéro-externe qui a une situation latérale, donc groupe de noyaux antéro-externe ou groupe de noyaux latéraux, et qui lui va gérer l'énervation motrice volontaire des muscles pariétaux, c'est-à-dire des muscles du thorax, de l'abdomen et des membres supérieurs et inférieurs. Donc voici la zone somatomotrice. Donc la zone somatomotrice, il correspond à la partie de la substance grise qui est située au niveau de la tête des cornes antérieures. Et cette zone, il gère la motricité volontaire des muscles striés. Il est organisé en deux groupes de noyaux. Un groupe antéro-interne, dit médian, qui gère la motricité volontaire des muscles axiaux, c'est-à-dire des muscles situés autour de la colonne vertébrale. Et puis un groupe de noyaux antéro-externes, dit aussi latéraux, et qui lui va gérer la motricité volontaire des muscles pariétaux, c'est-à-dire des muscles du thorax, de l'abdomen et des membres. Donc nous avons la zone somatomotrice. À côté de cette zone somatomotrice, on a une deuxième zone appelée zone viscéromotrice. C'est une zone qui va, sur le plan topographique, il est situé au niveau de la base des cornes postérieures, non pas au niveau de la tête comme la zone somatomotrice, mais cette zone viscéromotrice, il occupe la base des cornes antérieures. Cette zone, il va gérer, il représente le centre de la motricité involontaire et non pas volontaire comme la zone somatomotrice. Donc la zone viscéromotrice qui occupe la base des cornes antérieures, il représente le centre de la motricité involontaire, c'est-à-dire de la motricité des muscles lisses des viscères et des muscles des vaisseaux et des glandes. Ensuite, on a une troisième zone dite la zone somatosensitive. Cette zone, il est formé de deux parties, ou bien de deux groupes de noyaux. Un groupe de noyaux qui est situé au niveau de la tête des cornes postérieures et qui gère la sensibilité extéroceptive, c'est-à-dire la sensibilité superficielle. Nous avons deux types de sensibilité. Nous avons la sensibilité superficielle et la sensibilité profonde. La sensibilité superficielle, elle est divisée en trois groupes de sensibilité. C'est la sensibilité tactile qui nous permet de reconnaître les objets qu'on touche. La sensibilité thermique, c'est-à-dire la sensibilité qui nous permet de différencier entre ce qui est chaud et ce qui est froid. Et la sensibilité douloureuse, c'est-à-dire la sensibilité qui permet de différencier entre ce qui est douloureux et ce qui n'est pas douloureux. Et puis on a la sensibilité profonde. Cette sensibilité profonde, elle est appelée aussi sensibilité proprioceptive, Et cette sensibilité proprioceptive ou profonde, elle peut être consciente ou inconsciente. On va le voir plus tard.
Donc, la troisième zone au niveau de la substance grise, c'est une zone qui porte le nom de zone somatosensitive. Cette zone somatosensitive, elle est divisée en deux parties, ou bien il est formé par deux groupes de noyaux. Un groupe de noyaux qui est situé au niveau de la tête des cornes postérieures, et ce groupe, il va contrôler la sensibilité superficielle ou extéroceptive, tactile, touchée, thermique, c'est-à-dire à la chaleur, et douloureuse, c'est-à-dire algique. Et puis, à côté de ce groupe de noyaux qui est situé au niveau de la tête des cornes postérieures, nous avons un deuxième groupe de noyaux qui est situé au niveau de la base des cornes postérieures et qui, lui, il va gérer la sensibilité profonde ou proprioceptive. Donc, nous avons la zone somatosensitive. La dernière zone, c'est la zone dite viscérosensitive et qui, sur le plan topographique, elle est située au niveau de la région intermédiaire, c'est-à-dire entre les cornes antérieures et les cornes postérieures. Et c'est une zone qui va gérer ce qu'on appelle la sensibilité interoceptive, c'est-à-dire la sensibilité des viscères. Alors, après avoir étudié la systématisation de la substance grise, voyons maintenant la systématisation de la substance blanche. Alors, la moelle épinière, comme on a dit dans l'introduction, c'est un lieu de passage des faisceaux, c'est-à-dire des voies nerveuses ascendantes, sensitives, et descendantes, motrices. Et que ces voies nerveuses, ascendantes et descendantes, ils relient l'organisme au cerveau. Donc la substance blanche, comme on a dit, elle est formée par des faisceaux, c'est-à-dire des prolongements de neurones qui forment la substance grise. La substance grise, retenez que la substance grise, elle est formée par des neurones. La substance blanche, elle est formée par des faisceaux. Nous avons deux types de faisceaux au niveau de la substance blanche. Nous avons des faisceaux ou voies longues et des faisceaux ou voies courtes. Les voies longues, elles peuvent être sensitives ou motrices. Donc, voyons maintenant les voies longues. Et commençons par les voies longues ascendantes. Donc, les voies longues ascendantes, dites aussi sensitives. Pourquoi elles sont ascendantes? Parce qu'ils viennent de l'extérieur du corps, ils gagnent la moelle épinière et ils montent vers le cerveau. C'est pourquoi on les appelle la voie longue ascendante. Cette voie longue ascendante, il est sensitive, c'est-à-dire il gère l'activité sensitive. Et comme on l'a dit tout à l'heure, nous avons plusieurs types de sensibilité, donc on va voir plusieurs types de voies longues ascendantes. Donc nous allons commencer par la voie sensitive extéroceptive, dite aussi voie sensitive superficielle. Dans ces voies sensitive extéroceptive, cette voie sensitive extéroceptive, elle est formée par deux types de fibres. D'une part, nous avons des fibres qui transportent la sensibilité tactile dite protopathique, c'est-à-dire la sensibilité tactile, c'est-à-dire au toucher, protopathique grossière. Donc c'est une sensibilité qui nous permet d'avoir une idée sur les objets qu'on touche. Et puis, donc, ces fibres on a les fibres qui transportent la sensibilité tactile protopathique au toucher et la sensibilité thermoalgique, c'est-à-dire la sensibilité à la chaleur et à la douleur. Ces fibres, ils ont un certain trajet. Ces fibres qui transportent la sensibilité tactile protopathique et thermoalgique, ils viennent de l'extérieur du corps, ils arrivent au niveau de la moelle épinière, et ils font un relais au niveau de la tête des cornes postérieures. C'est-à-dire, il arrive au niveau de la tête des cornes postérieures et il croise la ligne médiane. C'est-à-dire que les fibres qui viennent du côté droit du corps, ils passent du côté gauche de la moelle épinière. Et si les fibres qui viennent du côté gauche du corps, ils passent du côté droit de la moelle épinière. C'est ce qu'on a voulu mentionner par ce terme croise la ligne médiane. Et une fois qu'il croise la ligne médiane, il arrive au niveau
du thalamus. C'est pourquoi ces fibres qui transportent la sensibilité tactile, protopathique et thermoalgique s'appellent le faisceau spinothalamique. Spino, c'est-à-dire moelle épinière, thalamique, thalamus. Voici leur trajet. Donc les fibres qui transportent la sensibilité tactile, protopathique et thermoalgique, ils viennent de l'extérieur du corps, ils arrivent au niveau de la moelle épinière, ils font relais au niveau des cornes postérieures de la moelle épinière, croisent la ligne médiane, montent vers le thalamus. C'est la raison pour laquelle on les appelle faisceaux spinothalamiques. Donc, cette voie extéroceptive, donc, il est formé par le faisceau spinothalamique qui gère la sensibilité tactile, protopathique et thermoalgique. À côté de ce faisceau spinothalamique, il y a un autre type de fibre qui transporte la sensibilité tactile dite épicritique. À la différence de la sensibilité tactile protopathique, c'est une sensibilité tactile très précise qui nous permet d'avoir une idée exacte sur les objets qu'on touche avec la main. Alors, ces fibres qui transportent la sensibilité tactile épicritique, comme les fibres qui transportent la sensibilité tactile protopathique et thermoalgique, ils viennent de l'extérieur du corps, ils arrivent au niveau de la moelle épinière, mais ils ne font pas de relais au niveau des cornes postérieures, comme les fibres spinothalamiques. Donc, c'est des fibres qui glissent dans les cordons postérieurs de la moelle épinière, arrivent au niveau du tronc cérébral, et c'est là où ils font un relais avec des noyaux du tronc cérébral appelés les noyaux de Gaulle et le noyau de Burdak. Et c'est la raison pour laquelle on les appelle les faisceaux de Gaulle et de Burdak. Donc, si on veut se récapituler concernant la voie extéroceptive, il est formée par deux types de faisceaux. Le faisceau spinothalamique qui gère la sensibilité tactile protopathique et thermoalgique, et le faisceau de Gaulle et de Burdak qui gère la sensibilité tactile épicritique. Donc, nous avons vu la voie extéroceptive. Voyons une autre voie dite proprioceptive consciente, c'est-à-dire la voie sensitive profonde consciente. C'est une voie qui gère la sensibilité musculaire, la sensibilité osseuse et la sensibilité articulaire. C'est une voie qui nous permet de reconnaître les différents segments du corps les yeux fermés, c'est-à-dire on demande au malade de fermer ses yeux et d'essayer de reconnaître les différents segments du corps les yeux fermés. C'est une voie qui vient de l'extérieur du corps, gagne le cordon postérieur, monte vers le tronc cérébral et arrive au niveau du thalamus. C'est le faisceau de Gaulle et de Burdak. On a vu que c'est un faisceau qui gère la sensibilité tactile épicritique. Autrement dit, la sensibilité tactile épicritique et la sensibilité proprioceptive consciente, ils sont véhiculés par un même type de faisceau qui est le faisceau de Gaulle et de Burdak. Toujours dans ce chapitre de voie longue ascendante, il y a ce qu'on appelle la voie proprioceptive inconsciente. C'est une voie qui permet de gérer la coordination des mouvements et de l'équilibre. Alors cette voie, il vient de l'extérieur du corps, il gagne la base des cornes postérieures, c'est-à-dire il gagne les colonnes de Clark et de Bechtereau. Nous avons dit que la base des cornes postérieures, elle est formée par deux groupes de noyaux, un groupe antéro, un groupe interne, colonne de Clark, et un groupe externe des colonnes de Bechtereau. Et de ces colonnes de Clark et de Bechtereau, cette voie, il va arriver au cervelet. Et ce trajet vers le cervelet se fait de deux façons, c'est-à-dire il y a deux trajets différents. De la colonne de Clark, les fibres, ils vont directement au cervelet. Et cette voie qui part de la colonne de Clark de façon directe et gagne le cervelet, il s'appelle les faisceaux spinocérébelleux de Flechsig. Flechsig, c'est l'anatomiste qui a découvert cette voie. Cette voie spinocérébelleuse
spinocérébelleux de Fléchick, il gère la sensibilité inconsciente du tronc et des membres inférieurs. À côté de cette voie directe, il y a une voie dite indirecte. C'est une voie qui part de la colonne de Bechtereau. Il arrive au cervelet, mais après avoir croisé la ligne médiane. Et cette voie, il s'appelle faisceau spinocérébelleux croisé de Gowers. Alors, toujours dans ce chapitre de la systématisation des voies longues ascendantes de la substance blanche, et on a vu la voie extéroceptive, on a vu la voie proprioceptive consciente et inconsciente. Voyons maintenant la voie sensitive interoceptive. Donc cette voie sensitive interoceptive, c'est-à-dire c'est la voie qui gère la sensibilité viscérale des viscères. Et il s'avère que cette voie interoceptive, cette voie sensitive interoceptive, elle est gérée au niveau de la substance grise périépendymère, c'est-à-dire au niveau de cette région, c'est-à-dire elle est gérée, elle est modulée, cette sensibilité interoceptive, elle est modulée au niveau de cette zone de substance grise qui entoure le canal de l'épendyle. Alors, nous avons étudié les voies longues ascendantes, c'est-à-dire les voies sensitives. Voyons maintenant les voies longues descendantes, dites aussi motrices. Alors, ces voies motrices, c'est des voies qui émanent, c'est-à-dire qui naissent au niveau de tous les étages de l'encéphale, arrivent au niveau de la moelle épinière, quittent la moelle épinière pour aller se distribuer aux différents segments du corps. Nous avons deux groupes de voies descendantes. Alors, d'une part, on a ce qu'on appelle la voie corticospinale, dite aussi voie pyramidale. C'est quoi la voie corticospinale ou pyramidale? C'est des faisceaux nerveux ayant une fonction motrice. Cette voie corticospinale, dite aussi pyramidale, il gère la motricité volontaire. Il prend naissance au niveau de cellules pyramidales du cortex cérébral. Les cellules pyramidales du cortex cérébral, c'est des neurones du cortex cérébral, dit des neurones pyramidales. Ensuite, les faisceaux qui naissent au niveau de ces neurones, ils vont effectuer un trajet en passant par un certain nombre de structures. Ils passent par une structure appelée centre ovale. Ensuite, ils passent par une deuxième structure appelée la capsule interne. Et il arrive au niveau du tronc cérébral. Alors, au niveau du tronc cérébral, cette voie motrice pyramidale, il va subir ce qu'on appelle le phénomène de décuissation pyramidale. C'est quoi la décuissation pyramidale? C'est le fait que un grand nombre de fibres nerveuses qui forment cette voie, il subit un croisement de la ligne médiane, c'est-à-dire que les fibres qui viennent du côté droit du cerveau, ils passent du côté gauche du tronc cérébral. Et celles qui viennent du côté gauche du cerveau, ils passent du côté droit du tronc cérébral. Et donc, on va se retrouver avec deux types de faisceaux pyramidaux. On a le faisceau pyramidal croisé, c'est le plus important, c'est-à-dire c'est le plus épais. Alors ce faisceau, il va aboutir au noyau antéro-externe des cornes antérieures de la moelle épinière. Ensuite, il passe au cordon latéral et il assure l'innervation motrice volontaire du muscle pariétal et des membres. Et à côté de ce faisceau pyramidal croisé, on a un faisceau pyramidal direct, c'est-à-dire qui ne croise pas la ligne médiane, et celui-là, il va aboutir au noyau antéro-interne des cornes antérieures de la moelle épinière et gérer la motricité volontaire des muscles axiaux. Donc, la voie longue descendante, elle est formée par les faisceaux
pyramidaux ou corticospinaux croisés et directs, et aussi il est formé par ce qu'on appelle la voie sous-corticale. Les faisceaux pyramidaux ou corticospinaux naissent au niveau du cortex cérébral. La voie sous-cortico-spinale, appelée aussi voie extra-pyramidale, c'est une voie qui gère la motricité automatique ou aussi appelée motricité involontaire, et il gère aussi le tonus musculaire. Cette voie sous-cortico-spinale ou extra-pyramidale est née au niveau des étages sous-corticaux, et on a plusieurs faisceaux. D'une part, on a le faisceau diencéphalo-spinal qui naît au niveau du cortex du diencéphale et va vers la moelle épinière. Diencéphalo-spinal, c'est-à-dire il naît au niveau du diencéphale, il va arriver au niveau de la moelle épinière. Le faisceau rubrospinal qui naît au niveau du noyau rouge et arrive au niveau de la moelle épinière. Le faisceau tectospinal qui naît au niveau d'un certain nombre de structures anatomiques appelées les tubercules quadrigimaux, qui sont des noyaux nerveux situés au niveau du tronc cérébral. On va le voir donc quand on étudiera le chapitre tronc cérébral. On a le faisceau vestibulo-spinal qui naît au niveau des noyaux vestibulaires. Le faisceau olivospinal qui naît au niveau de l'olive vulvaire, qui est un autre noyau du tronc cérébral. Et le faisceau réticulospinal qui naît au niveau des noyaux réticulés du tronc cérébral. Donc la systématisation de la substance blanche, elle est formée par des voies longues, sensitives et motrices, et des voies courtes. Les voies courtes, elles portent le nom aussi des faisceaux d'association. Et ces faisceaux d'association, c'est des faisceaux nerveux qui assurent la liaison entre les différents étages de la moelle épinière.